bienvenue pour la première rencontre littéraire de ce festival là-bas vu d'ici. Merci beaucoup à Olivier Weber d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors c'est un honneur pour le Vigan d'accueillir une personnalité telle que vous, parce qu'on pourrait énumérer longtemps vos activités de journaliste et les prix qui vous ont distingué. Mais pour résumer, donc, vous êtes écrivain, grand reporter, journaliste de guerre, et donc récompensé par de nombreux prix. Et j'aimerais bien commencer cette rencontre par une citation que j'ai trouvée dans un de vos livres et qui m'a intriguée. Vous avez écrit « Un grand reporter n'est qu'un témoin parmi les hommes ». Et en lisant ça, c'est une phrase que j'ai relue plusieurs fois, et je me suis dit, mais en fait, c'est quand même pas donné à tout le monde d'être grand reporter. Et j'aimerais bien savoir comment vous y êtes arrivé, comment vous êtes venu au grand reportage et au journalisme de guerre. Bon, ben c'est très simple, comme disait un de mes auteurs favoris, Jack London, c'est du travail. Bon, moi, je viens d'un milieu très très modeste, hein. J'étais berger en haute montagne adolescent, et puis à 8-9 ans, je suis tombé sur deux auteurs qui m'ont je sais pas quoi, qui m'ont fait envoler par-dessus les montagnes. Ce sont Cervantes et Goethe, que je lisais à mes chèvres d'ailleurs. Les chèvres, désolé pour les germanophiles, les chèvres préféraient Cervantes à Goethe. Je lisais en bilingue. Et voilà, bon, j'ai fait des études après, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de bourses de la part d'une très très belle femme, au beau buste qu'on peut voir dans certaines mairies. J'imagine aussi celle du Vigan, c'est Marianne, la République française. Donc voilà, j'ai eu des bourses qui m'ont permis de faire un doctorat et d'aller jusqu'à San Francisco pour finir mes études. Mais donc je fais des études d'économie et de droit international pour faire du journalisme. Je n'avais pas les moyens de me payer une école de journalisme à Paris. Donc je suis parti comme cela pour faire du reportage économique aux États-Unis, puis après en Afrique. Je suis devenu un reporter comme ça. Mais l'intention, c'était surtout la lecture de ces deux auteurs, et je remercie ceux qui m'ont mis enfant dans les orphelinats où je suis passé. Je suis pas orphelin, mais je suis passé par quelques maisons d'accueil, qui m'ont mis entre les mains ces auteurs, parce que c'est magique, et c'est tout pour la littérature que de pouvoir rêver, de pouvoir espérer. Et je voulais donc écrire et voyager, et je ne sais pas dans quel sens, voyager et écrire. Et donc voilà, le métier de reporter. Pour moi, il n'y a pas de grand reporter ou de reporter. Il y a du reportage, il y a du journalisme, et c'est un genre littéraire à part entière. Et je voulais faire à la fois de la fiction et du reportage et du journalisme. Et donc voilà, oui, effectivement, je crois toujours qu'on est quand même témoin parmi les hommes. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut aimer franchir les frontières. Il faut pouvoir les franchir, il faut pouvoir aller au cœur de ces tourments du monde, de ce que j'appelle aussi la rumeur du monde, qui est quelquefois très belle, quelquefois très agressive, quelquefois très laide, mais dont on peut rapporter beaucoup de propos, voire des romans. Et alors, une expression qui vous est chère dans ce métier, c'est rendre compte. Qu'est-ce que vous entendez par là? Rendre compte de quoi et rendre compte comment? Oui, alors d'ailleurs, rendre compte, ça correspond aussi à ces deux champs de la littérature, avec une frontière, encore une fois, assez floue et assez ténue, qui est le reportage, encore une fois, un genre littéraire à part entière, et le roman, la fiction. Et je crois réellement que la fiction peut nous permettre d'expliquer le réel d'une part, voire de le réenchanter. Et à la lecture de certains romans, bon, je viens de citer Jack London, on peut en citer des centaines d'autres, il y a ce grand roman qui s'appelle Martin Eden, qui est un peu le livre de l'autobiographie, on va dire, de Martin Eden, de Jack London. Donc, il meurt à 40 ans, il écrit 40 livres, il était ouvrier à 11 ans, et à 20 ans, 22 ans, écrivain. Et Martin Eden, si vous le lisez à 10 ans, puis à 20 ans, puis à 30 ans, puis à 40 ans, et après même, ce sont 4 ou 5 ou 6 lectures différentes, tellement le génie du romancier est patent. Et donc, rendre compte, c'est à travers le réel, ou la description du réel, ou le réenchantement du réel, par la fiction, donc essayer de décrypter, d'expliquer le monde. Je pense qu'on se croit tous, à juste titre d'ailleurs, vous et moi, surinformés, parce que l'accès à l'information est relativement facile maintenant, avec le magma de données qui est transmis d'heure en heure, ces milliards de gigaoctets, ces milliards d'informations pratiquement chaque semaine. Et en fait, on s'aperçoit quelquefois qu'on est sous-informé, parce que ça va trop vite. D'ailleurs, la vitesse est un agrégat extrêmement important. On le voit par la vitesse du transfert des flux financiers, des êtres humains également. Et on devrait l'intégrer dans les modèles d'économétrie ou de
politique. Mais voilà, et je crois qu'on peut ralentir le temps à travers justement la littérature ou le reportage, et rendre compte qu'on fasse du reportage ou du roman, c'est quelquefois prendre son temps. Il faut lutter aussi contre cette hyper-rapidité, d'ailleurs qui est soumise aussi aux lois économiques du voyage. Quand on peut, avec beaucoup de précautions, c'est pas toujours évident, résister à cette hyper-rapidité, quand on a la possibilité de voyager longuement, par exemple, ou de s'attarder longuement avec des gens, ça c'est important aussi pour moi, rendre compte, c'est rendre compte de l'humain, et voyager avec le cœur ouvert, donc être dans l'aventure qui me tient le plus à cœur, c'est l'aventure humaine, et là effectivement il faut du temps. Alors, vous avez couvert énormément de conflits à travers le monde, et pour certains, la forme du livre s'est imposée. Comment cette forme du livre, cette forme longue, justement, s'impose à vous pour certains sujets plus que pour d'autres? Je pense par exemple au livre publié aux éditions de l'Aube sur les Kurdes, sur Massoud, et là, très récemment, donc sur l'Ukraine. Alors je précise juste pour le public, dans le programme, il y a une information sur ce nouveau livre qui apparaît sur le programme comme Voyage sous les bombes. Le titre a été changé par l'éditeur. Il s'appelle maintenant, vous vous en souvenez? Je l'ai plus là. Naissance d'une nation européenne. Voilà, réflexion sur la question ukrainienne. Donc ne cherchez pas Voyage sous les bombes, c'est Naissance d'une nation européenne qu'il faut chercher. Petite parenthèse. Parce que c'est plus un livre de réflexion, mais bon, c'est incroyable parce que, en fait, l'histoire, c'est que j'étais à la frontière afghane. Vous ne pouvez pas rentrer en Afghanistan avec le fils de quelqu'un que vous connaissez sûrement, c'est le commandant Massoud, qui a été tué donc, le 9 septembre 2001. J'étais là par hasard, on l'a enterré quelques jours après, et le 11 septembre, donc, les attentats. Et son fils, Ahmad, qui a 33 ans, depuis le mois de juillet, reprend le flambeau. J'étais avec lui donc, au mois de mars, et je me suis dit, mais c'est pas possible ce qui se passe en Ukraine. Bon, j'ai connu les Ukrainiens, j'ai couvert ça pour des reportages. C'était d'ailleurs l'un des reportages qui m'avait valu, à travers un livre d'ailleurs, Voyage au pays de toutes les Russies, le prix Albert Londres. J'ai découvert l'indépendance de l'Ukraine. Je me suis dit, mais c'est incroyable cette agression de la part de la Russie, qui est la Russie de Poutine, qui n'est pas la Russie de tous les Russes, contre un pays qui est un pays quand même démocratique, hein, malgré tout ce qu'on peut raconter. C'est vrai aussi sur la corruption, les oligarques qui sont aussi présents en Ukraine. Et je me suis rendu pratiquement directement à la frontière afghane, enfin, dans les montagnes du Tadjikistan en Ukraine. Et voilà, puis naturellement, l'idée du livre s'est imposée. Et bon, c'est un livre assez court, hein, il fait 120 pages. Mais en fait, on va le rééditer, bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, sous trilogie, avec ces 3 livres, Si je t'oublie Kurdistan sur les Kurdes, donc, parce que j'étais récemment encore au Rojava, qui est la partie kurde de la Syrie, en fait, au nord-est de ce croissant. Le deuxième titre, c'est Massoud, le rebelle assassiné, donc avec les rebelles anti-talibans, et le fils du commandant Massoud, et puis le troisième, c'est celui-ci. Puis on va l'appeler De l'esprit de résistance, parce que pour moi, on est vraiment dans un ensemble de points communs, enfin surtout un point commun qui est l'esprit de résistance de ces 3 peuples, les Ukrainiens, les Afghans anti-talibans. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de résistance, y compris à Kaboul aujourd'hui même. J'étais en relation encore tout à l'heure avec eux, y compris de la part des femmes afghanes qui font des cours d'éducation clandestine et puis les Kurdes. Donc voilà. Et puis après, pour la partie romanesque, voilà, bah, c'est un peu comme ça, c'est les idées, les portraits. Bah, il se trouve que sur l'Afghanistan, j'écris des romans et un jour, je me suis trouvé au Moyen-Orient et j'ai voulu écrire sur l'islamisme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis emparé d'une histoire vraie, mais qui remonte à 5 siècles plus tôt. C'est l'histoire d'un tableau, qui est l'histoire du tableau du peintre Giovanni Bellini, qui était un peintre de la Renaissance italienne et vénitienne, qui habitait à Venise à la fin du XVe siècle, hein, et qui est demandé par le tout nouveau sultan ottoman, Mehmed II, qui venait de prendre Constantinople aux chrétiens. Et donc ça c'est en 1453, mais le peintre Bellini vient quelques années plus tard. Et je me suis dit, c'est une formidable histoire, parce que le portrait que Bellini fait du sultan, il était interdit, on n'avait pas le droit, c'était haram, on n'avait pas le droit de représenter un sultan, et même de manière générale, un homme de l'Oumma, de la communauté des croyants musulmans, à son image. Et lui, Bellini le fait à la demande de Mehmed II, qui est un type très intelligent, qui a pris donc Constantinople à l'âge de 21 ans, qui parlait 6 langues, dont le grec, l'arabe, sûrement l'ottoman, mais aussi l'hébreu.
Et il dit un empire qui s'assied, puisque l'Empire ottoman s'assied à Constantinople, sur les deux rives du Bosphore, un empire nomade qui s'assied, c'est pas très bon. Et il commence à avoir ce qu'on pourrait qualifier de fondamentalisme aujourd'hui qui émerge dans l'Empire. Et le tableau, alors ça c'est le romancier qui parle, est une manière de lutter contre cet intégrisme-là, on va dire comme ça. Et voilà, donc c'est une métaphore, une parabole sur la montée en puissance de cette dérive de l'islam, qui est le fondamentalisme, et que Mehmed II donc, avait contribué donc, à essayer de lutter contre. Et donc voilà, donc le roman s'appelle L'Enchantement du monde, justement, et pour parler aussi de cette concorde entre les peuples à l'époque, et des trois religions de livre, au XVe siècle en Méditerranée. Donc voilà, il n'y a pas de règle, c'est un peu au fil du temps. Mais voilà, pour finir, on avait remis, ce que je préside ce prix, le prix Joseph Kessel, qui avait donc, c'est lui le responsable de cette appellation, témoin parmi les hommes. On l'a remis à quelqu'un que vous connaissez, qui est adorable, qui est Eric Orsena. Et Eric Orsena a dit, quand on lui a remis le prix à Saint-Malo, au Festival Étonnant Voyageurs, il était très content, et toute ma vie j'ai voulu être Tintin grand reporter, maintenant je suis Joseph Kessel. Et au lieu de faire des articles de 3 pages, je fais des articles, il a dit articles reportage de 300 pages. C'était la fameuse trilogie sur l'eau, le papier et le coton. On avait donc récompensé pour le prix Kessel le livre sur le coton, vous voyez, le coton. Et donc voilà, c'est vrai qu'on peut faire aussi des reportages avec 300 pages de fiction ou d'essai. Et est-ce que la fiction est un espace qui vous permet plus de liberté, qui est une sorte de soupape presque par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous avez été témoin, catharsis pour employer un gros mot? Oui, le catharsis, c'est le bon terme, oui, parce que cette rumeur ou cette humeur du monde n'est pas évidente, évidemment, on le voit avec les conflits, et moi j'aime pas les guerres, j'ai couvert une vingtaine de guerres pour la presse britannique et française ou pour des documentaires, mais j'ai envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté des lignes de front, les peuples qui vivent, le système D, l'amour, la famille, peut-être la tribu aussi, et j'ai toujours été fasciné par ça, cette habitude de vivre et ce pouvoir de l'espérance. Et aussi le pouvoir de la littérature. Quand on voit ça en zone de guerre, c'est assez impressionnant. Mais quand vous êtes sur place, c'est quand même dur à vivre. Vous avez employé le mot de témoin tout à l'heure, les psychanalystes vous disent, ou les psychiatres, quand on est témoin, on est victime. Et en même temps, que faire quand on est en Ukraine sous les bombes, ou en Syrie, ou en Afghanistan, ou à Bagdad, etc. Il faut résister. Je vous donner l'exemple, parce que j'ai pas mal de missions humanitaires avec eux, d'un médecin, d'une infirmière, on va dire d'un médecin, qui opère un enfant sur une table d'opération dans un hôpital ou un dispensaire à Bagdad, par exemple. Il opère un enfant, il va l'amputer ou l'éviscérer, et s'il pense à son propre enfant, le médecin va trembler, il ne pourra pas opérer. Et évidemment, il va mener à bien son opération, et quand il va rentrer à Washington, à Madrid, à Rome ou à Paris, il va s'effondrer, ce qu'on appelle la décompensation. Et voilà, donc ça nous est tous arrivé, ce fameux syndrome post-traumatique de guerre, mais bon, en même temps, il faut essayer de lutter contre. En fait, il y a 3 tribus au sens éthologique du terme qui sont affectées par cela. Ce sont donc les humanitaires, l'humanitaire au sens large, il n'y a pas que des médecins. Chez Médecins sans frontières, il y a 65% de non-médicaux maintenant. Les militaires, et puis les reporters de guerre ou les écrivains voyageurs, etc. Il y a des thérapies pour les 2 premiers groupes et pas pour le dernier. Donc, voilà. Donc je ne me porte pas si mal que ça. Enfin bon, je vais vous donner la solution. J'ai 2 médicaments extraordinaire. D'abord, c'est écrire, 3 feuillets par jour, puis après, un bon pinard le soir. D'ailleurs, je vais goûter celui d'ici. Non, je l'ai déjà goûté hier soir, il n'est pas mauvais. Et la littérature aussi. Et la littérature. Et justement, en parlant de littérature, dans un de vos derniers livres, vous écrivez à quel point elle nourrit une autre activité, à savoir la marche. Vous êtes parti au Mustang, donc tout au nord du Népal, à la frontière chinoise, pour un voyage de réparation, en quelque sorte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, bah, c'est le livre Royaume de la Lumière. Alors je suis vraiment heureux parce que c'est la collection de mes maîtres, puisque c'est la collection de Lévi-Strauss, de Jean Mallory, qui a été fondée donc, en 1955 avec Christ tropique. Et c'est une collection qui conserve, j'ai bon espoir, parce que Jean Mallory,
Il est né en 1922 et il vit encore. Donc, grand spécialiste du glaçon, donc la glace polaire conserve. Et voilà, moi j'ai fait des trekking en Himalaya assez jeune et vous ne pouvez pas rentrer dans ce petit royaume qui était encore un royaume, qui est encore considéré aujourd'hui comme un royaume par ses habitants, qui s'appelle le Mustang. Donc grosso modo, le Népal, c'est un rectangle un petit peu en dérotation, incliné vers le sud-est et pratiquement au centre et au nord-ouest de Katmandou, vous avez derrière 2 barres qui font partie des 14 sommets les plus hauts au monde, les 14 sommets de 8000, le Dhaulagiri à l'ouest et la barre des Annapurna, enfin les 4 Annapurna, mais il n'y en a qu'un seul qui fait 8000. Et vous avez une passe et derrière il y a le Mustang, donc on est à 4000, 5000 mètres et il y a 6000 habitants. Ce royaume était interdit à tout étranger jusqu'en 92, il s'est ouvert. C'est assez difficile d'y aller, il faut marcher pendant un mois. Il faut un permis, donc ça coûte cher. Moins cher qu'au Bhoutan, mais ça coûte cher quand même. Et voilà, donc moi c'était un rêve d'être dans cette collection, mais j'y suis pas allé pour un livre, j'y suis allé pour un film. Je vais raconter l'histoire, parce que le film est projeté ce soir à 21h. Et j'y suis allé avec un compagnon qui est un ami, mais c'est pas facile de voyager avec ce genre de compagnon, parce qu'il est aveugle. Il s'appelle Gérard, moi je suis né un 12 juin, il est né exactement le même jour que moi, mais 10 ans plus tard. 10 ans plus tôt, pardon, il y a 10 ans plus que moi. Et c'est un pharmacien qui est atteint de ce qu'on appelle la RP, rétinite pigmentaire. Il savait qu'il allait devenir aveugle, y compris en faisant ses études. Et on l'appelle dans notre société des explorateurs, que Simon, qui est ici présent, connaît bien. On l'appelle, il fait partie de notre confrérie, on l'appelle l'aventurier aveugle. Et quand il a perdu la vue, eh bien, il s'est mis au service des autres. Et il a fait dizaines d'expéditions en étant voyant au Népal, dont 2 au Mustang. Il me dit, Olivier, on avait déjà fait un film ensemble, une expé en plein hiver au Baïkal. Pas évident pour un aveugle, sur le lac Baïkal, 70 cm de glace, on est monté dans les monts Ramardaban, chez les Bouriates au sud, vers la Mongolie. Il me dit, il faut que tu m'emmènes, Olivier, etc. Puis pendant 3 ans, on a préparé cela physiquement, mais aussi financièrement. Et donc voilà, donc j'étais censé accompagner l'aveugle à 4000, 5000 mètres d'altitude, donc j'avais quand même 3 guides tibétains, donc du Mustang, dont un c'est très chic, qui est le prince du Mustang, voilà. Bah, c'est très chic, mais c'est pas pratique, parce que c'est un montagnard, mais dès qu'il croise des nomades, des paysans, tout le monde se prosterne. Donc, Et voilà, alors la grande surprise, c'est que j'ai failli à ma tâche. J'ai beau avoir tenté d'expliquer les paysages à Gérard, c'est le contraire qui s'est produit. Un aveugle, et enfin surtout ce genre d'aveugle, je dis ce genre parce que ses amis aveugles sont dans des associations d'entraide pour les autres. Et je pense qu'ils surmultiplient, ils surdéveloppent des dons sensoriels, bien sûr, ça c'est un truisme, mais aussi d'altruisme, d'altérité, de compassion, d'empathie. Et je l'ai fait, j'ai fait plusieurs expéditions avec eux. C'est le 2e film que je fais avec eux. Donc il y a eu le Baïkal en hiver et le Mustang avec Gérard. Et voilà, donc Gérard a imaginé les sommets, m'a décrit ce qui se passait là, et il vous aurait vu. Il vous aurait vu, il dit je vous vois, je vous vois. C'est dommage qu'il n'aurait pu venir aujourd'hui, presque. On était ensemble à Passy, là, au Salon international de l'île de montagne. Il dit je vous vois, mais je vois autrement. Et je trouve ça extraordinaire. Et donc voilà, on a fait un film ensemble, et puis moi, sous ma tente ou ailleurs, même à 6000 mètres, je prends des notes, parce que je suis insomniaque, malheureusement, donc je prends 3 heures, 4 heures de notes, et je lis le reste du temps. Et j'ai ramené, comme d'habitude, 200 pages de notes, et je me suis dit, mais écoute Gérard, le film est imparfait, ça n'explique pas notre marche méditative. Et là, pour répondre à votre question, on avait ce double mouvement. Lui, Gérard, il voulait oublier évidemment son traumatisme d'avoir perdu la vue, d'avoir abandonné son métier de pharmacien. Enfin, pas totalement, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis moi, bon, on parle de guerre, mais c'est quand même moins traumatisant que je pense que pour Gérard. Et donc voilà, c'était un échange comme cela, et on l'a poursuivi par le livre, mais le livre en même temps, c'est aussi un livre sur cet éloignement, donc cette marche méditative, cette marche spirituelle finalement. Et en même temps, comme le disait d'ailleurs notre maître en écriture de voyage, qui est Nicolas Bouvier, écrivain suisse, qui disait pour l'Afghanistan, quand on arrive à Kaboul, on se croit au bout du monde alors qu'on est au centre du monde. Et là, sur le toit du monde, qui est l'Himalaya, ou les Himalayas, parce que c'est le thème de ce festival, eh bien, on est à la fois au bout du monde et au centre du monde. Et on est rattrapé aussi par la mondialisation, bien sûr, par la sécheresse, le réchauffement climatique, et puis par un traumatisme vécu par nombre de pays que j'adore, en Afrique, en Asie. C'est ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie chinoises.
programme de 1100 milliards de dollars, 114 pays, le 115e sera peut-être l'Afghanistan. Et les Chinois donc, ont ciblé la Mauritanie, Djibouti, l'Algérie, etc. Et chaque fois une sorte d'accaparement des richesses et surtout d'enchaînement par la dette. Et là, donc, au Népal, donc au Mustang en l'occurrence, il y a une piste qui est en train d'être construite que l'été, parce que l'hiver il y a de la neige, c'est trop froid, pour relier les basses vallées du Mustang, donc Jomsom, de 1850 mètres, à la frontière, 5500 mètres, chinoise. Et le jour où la piste arrivera à la frontière, évidemment, on ouvrira la frontière côté chinois, et il y aura une autre forme de colonialisme, d'invasion, sans les gardes rouges, mais par le négoce. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que le livre, c'est des chapitres très courts, quelquefois de 2 pages simplement, pour parler de nos anecdotes, l'humour aussi. Alors, Gérard, c'est très pratique, mais c'est un peu frustrant de voyager avec lui, parce que c'est un hypermnésique, comme beaucoup les aveugles. Et alors, j'ai dit, Gérard, à quelle heure le soleil se lève demain matin? 7h24. Gérard, à quelle altitude on est? 4532 mètres. Gérard, on passe sur un pont branlant. Mais oui, je sais que c'est un pont branlant. Quelle est la profondeur du précipice? 220 mètres à peu près. Mais je préfère ne pas voir. Voilà, parce qu'il avait tout emmagasiné avant de partir, ou la veille, en écoutant les Népalais, les Mustangais, les habitants de Mustang. Et voilà, donc... et on a eu ce genre de dialogue ensemble. Et puis, c'est assez drôle, parce qu'il y a ce qu'on appelle là-bas les funérailles célestes, parce que pour les bouddhistes, donc, que sont les habitants du Mustang, le Mustang étant une sorte de Tibet inversé, enfin c'est le prolongement du Tibet, c'est le Tibet historique, mais sans la tutelle des Chinois. On peut pratiquer le bouddhisme, on peut enseigner la langue tibétaine, on peut aller dans les monastères sans être fliqué par des caméras, etc. Et on peut évidemment sortir de son portefeuille en tant que moine la photo du Dalai Lama, qui est strictement interdit de l'autre côté de la chaîne de montagne de 6000 et 7000 mètres. Et donc, avec Gérard, on a beaucoup plaisanté avec Tsewang, notre guide en chef, donc, qui est le prince de Mustang, sur les funérailles célestes, qui consiste donc à offrir son corps, une fois que l'on décède, au vautour. Parce que le bois est trop cher, on ne peut pas faire de crémation. Donc voilà, bah, c'est aussi dans le livre, qu'est-ce que tu ferais toi, Tsewang, qu'est-ce que tu ferais toi, Olivier, qu'est-ce que tu ferais toi, Gérard, etc. Est-ce que tu es capable d'offrir ton corps au vautour et voilà, donc il y a eu beaucoup d'humour autour de ça et beaucoup de respect de cette tradition aussi bouddhiste et ancestrale au Mustang. Alors on a compris, ce voyage c'était un défi à la fois de voyager avec cet ami aveugle et aussi de se confronter aux grandes altitudes. Et pourtant, vous revendiquez le fait de ne pas avoir, entre guillemets, fait des sommets. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Oui, alors le troisième larron, c'est Pierrot, qui est un alpiniste qui vit dans les Alpes et qui a grandi comme moi dans les Alpes aussi, et qui est très très bon, hein, qui a fait pas mal de films avec Sylvain Tesson, etc. Et on s'était dit avant de partir, bon, on va faire quelques sommets, 6000, c'est possible. D'ailleurs, il y a des sommets vierges, qui sont vierges. Ils sont vierges aussi parce qu'ils sont sacrés pour ce qu'on appelle les Lowa, donc les habitants de Mustang, les 6000 habitants de cette haute vallée, de ces montagnes, paysans sédentaires ou nomades. Et puis on n'a pas voulu, on a préféré rester donc avec les yaks ou le mouton bleu. C'était un peu la quête spirituelle aussi, et le prétexte du livre, aller chercher le mouton bleu, on l'a retrouvé donc au-dessus d'un dernier monastère en ruine, à très haute altitude. Et voilà, parce qu'on n'a pas voulu violer justement ces bons sacrés. Et voilà, c'était beaucoup plus enrichissant pour nous de rester évidemment avec les nomades ou en bivouac ou dans les monastères à 4000, 4500, 5000 mètres d'altitude. Donc voilà, c'était plutôt rester dans les hautes vallées plutôt que les sommets. Pour ce voyage-là en tout cas, pas pour d'autres. Et donc on entend à vous écouter que vous faites ce voyage de manière intime, enfin pour faire une réparation personnelle, mais que la géopolitique vous rattrape. Est-ce que c'est une déformation professionnelle? Comment vous le ressentez ça, de vous dire je pars pour mon propre plaisir et ma réparation personnelle, et malgré tout je creuse et je cherche à comprendre ce qui se passe et j'en témoigne finalement? Oui, parce que ce soit par le roman, encore une fois, ou par le récit ou l'essai, c'est une manière aussi d'être en relation avec le monde et d'essayer de comprendre aussi ce que vivent les Himalayens, non pas les Himalayistes, mais les Himalayens, donc les différents peuples qui vivent dans cette chaîne de montagnes de 1800 km de long, qui comprend plusieurs pays. Et donc c'est
10 des 14 sommets de plus de 8000 mètres. Et voilà, effectivement, et c'est une chose qui m'a toujours frappé. Là, je parlais justement du droit de trekking qui est assez cher au Mustang et au Bhoutan, qui est un royaume indépendant, donc à l'est, coincé entre la Chine et l'Inde, où il faut payer assez cher, avec des dépenses obligatoires par jour. Et je me suis toujours dit, c'est trop élitiste, ce n'est pas bien quand même d'obliger des voyageurs, des trekkers à dépenser. Et finalement, je vois au bout de 30 ans le différentiel. Moi, j'ai fait des études d'économie, comme je vous disais, c'est quelque chose qui me passionne, l'économie du développement, ce qui se passe par rapport aux pays du Sud. Et la première fois que je suis allé au Népal, il y a plus de 30 ans, le Népal faisait partie, il y en avait 50 à l'époque, des PMA, les pays les moins avancés. C'est une terminologie des Nations Unies pour parler des pays les plus pauvres. On a dit à un moment pays sous-développés, après pays du tiers-monde, pays en développement, voire pays émergents, etc. Aujourd'hui, il y en a 47. Le Népal, malgré l'afflux touristique, malgré les embouteillages sur les treks des Annapurna, par exemple, fait toujours partie des 47 PMA. Il n'y a pas une distribution égalitaire des richesses. Il y a quelques agences népalaises qui s'enrichissent, les hautes castes également népalaises, qui c'est un pays à caste, qu'on soit bouddhiste ou hindou, s'enrichissent bien également, mais il n'y a pas une distribution, et malgré, ou à cause peut-être aussi de l'explosion démographique. Donc Katmandou est sursaturé, c'est très compliqué pour les habitants de Katmandou d'aller travailler, de prendre les transports en commun, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas entendre aussi des habitants de Mustang qui disent on préserve notre environnement, on préserve notre tradition. Et l'un des fils conducteurs, c'est le cas de le dire, c'est aussi physique et géographique, de ce livre, c'est cette piste qui est en train d'être construite justement avec l'aide des Chinois. Et en redescendant de ces hautes vallées, donc on s'est arrêté longuement à Katmandou avec Gérard, on a profité pour revoir une partie de la vieille ville, et il y a eu le tremblement de terre en 2016 qui a ravagé une bonne partie des monuments nationaux, des musées et des édifices royaux, de l'ancienne monarchie en tout cas du Népal. Et vous avez partout des pancartes qui sont aussi grandes que cette façade, à la gloire de l'ambassade de Chine à Katmandou et de la République de Chine. Pourquoi? Parce que c'est la Chine qui finance la reconstruction. Et au moment à peu près où on y était, enfin quelques jours après, débarque à Katmandou Xi Jinping, qui rencontre donc la présidente, c'est une femme du Népal, qui est maoïste. Alors c'est une maoïste intelligente parce qu'elle est anti-chinoise. Elle a vu arriver Xi Jinping avec cette délégation de 40 conseillers, et entre autres, Xi Jinping, le président chinois, il dit écoutez, je ne comprends pas, d'un programme de 1100 milliards de dollars, 114 pays, de la Hongrie au port du Pirée en Grèce, de Djibouti à Singapour, Sri Lanka. Il n'a pas dit que le Sri Lanka était totalement endetté, etc. Vous avez plein d'anecdotes sur ces endettements. Et il dit on a d'ailleurs un programme de développement pour vous. Ah bon, dit-elle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un percement, donc enfin, en tout cas la construction d'une route pour aller depuis une grande ville du sud-ouest de Lhasa, dans le Tibet sous l'occupation chinoise, à Katmandou. Et la présidente népalaise dit oui, mais attendez, monsieur le président de Chine, il y a un problème, c'est que un des 14 sommets de 8000 mètres, entre cette ville-là et Katmandou, s'appelle le Manaslu. Et Xi Jinping se retourne, fait sortir une immense maquette par ses conseillers, il n'y a pas de problème, on a tout prévu, on va percer ce sommet de 40 km de long, enfin par un tunnel ferroviaire, et cette montagne de 8000 mètres sera reliée donc à la ville du Tibet. Et donc pour l'instant, elle résiste encore intelligemment, la présidente, mais en tant que pays des PMA, membre des PMA, c'est pas évident. Donc voilà, donc oui, on est rattrapé par la mondialisation, par cette appartenance au monde, mais je crois qu'on peut faire les deux. On peut faire une démarche spirituelle, une marche méditative d'un mois, parce qu'on parle peu quand on marche comme ça. Quand vous êtes à 4000, on est en hypoxie, on manque d'oxygène en hypoxie de 40%. Donc voilà, on économise nos mots, on parle plutôt le soir ou à la halte, quand on dort à la belle étoile, ou sous des pierres, enfin, sous des ruines de bergers, etc. Mais voilà, c'est aussi l'occasion de faire le point, de parler de notre amitié avec Gérard, mais aussi de parler de la tradition, de ce dilemme qui n'est pas un cliché, qui est très ethnologique en fait, entre la modernité et puis le respect des traditions. Et Mingma, qui est en fait l'un des 3 guides qu'on avait, qui est le guide dédié à Gérard. Parce que c'est vrai que vous pouvez vous poser la question comment Gérard faisait pour crapahuter dans la montagne. Alors d'abord, il avait 2 bâtons. Quelquefois ça suffisait, parce qu'il s'orientait au bruit, comme dans la neige d'ailleurs, hein, comme quand on est en montagne. Il sait à l'inclinaison, enfin au prix qu'on a à telle inclinaison de chaussures ou de ski.
temps en temps, il était encordé, de temps en temps, il était agrippé au kata, c'est-à-dire à l'écharpe de Mingma qui était devant, ou quelquefois, il tenait son sac à dos, etc. Et donc, Mingma disait, et c'est dans le film d'ailleurs, alors Mingma, il a 40 ans, alors lui, c'est un Tibétain du Tibet qui a fui à 20 ans le Tibet, sous l'occupation chinoise. Il ne pourrait plus le faire maintenant. Celui qui recueille beaucoup de ces réfugiés, c'est Maturika, entre autres au monastère de Chéchen, donc à Katmandou, mais il n'en voit plus arriver, parce que même l'hiver, parce qu'on fuit l'hiver, parce que c'est plus facile, enfin c'est plus facile, les gardes-frontières chinois sont moins vigilants, il fait froid, etc., il y a la neige, et même les réfugiés, enfin les candidats à l'exil ne franchissent plus la frontière parce qu'ils se font abattre. Il y a des drones, il y a des caméras, même à 5000, même sous la neige, etc. Il y a des gardes-frontières chinois sur des yaks même, ou en motoneige, et Mingma donc a réussi à franchir la frontière, et Mingma dit dans le film, et un jour, nos enfants nous demanderont ce qu'a été Ayak. Papa, dis-moi ce qu'était Ayak, à quoi ça ressemblait. Donc voilà. Et c'est cette phrase qui est à la fois terrible et belle, prononcée par ce guide tibétain, donc, qui m'a incité aussi à aller un peu plus loin que le film. Vous avez une très belle phrase pour parler de la marche et du travail que opère la marche sur l'esprit. Vous écrivez « Le travail du corps est un travail de l'âme ». Est-ce que c'est cette lenteur qui implique ce travail de l'âme? Et vous qui avez toute votre vie subi, ou en tout cas ou cherché, ou peut-être les deux, je ne sais pas, l'adrénaline de l'action, et vous en parlez d'ailleurs dans vos livres, comment vous avez vécu cette lenteur d'un seul coup? Oui, je crois que c'est une ascèse, un effort auquel je me suis toujours habitué depuis l'enfance, en montagne, à étudier, à lire mes auteurs, et essayer de pouvoir faire des études, mais évidemment après c'est un peu contradictoire, parce qu'il y a l'hyper-rapidité à laquelle on est soumise, ou que l'on veut aussi, à laquelle on veut être soumis, et moi je suis le premier à y avoir contribué, et puis une lenteur qu'on peut pratiquer soi-même, spirituellement, philosophiquement, ou par l'écriture. L'écriture c'est la lenteur, évidemment, comme je répète ce que disait Nicolas Bouvier, il dit être écrivain voyageur, c'est voyager 6 mois par an, et le reste du temps s'enfermer dans une cellule de moine, dans un appartement à Paris ou ailleurs, et écrire. Et là, on est dans la lenteur, et c'est très beau. Alors, par rapport à l'adrénaline, moi je l'ai vécu, y compris en zone de guerre ou en montagne, mais il faut la maîtriser. Parce que, évidemment, c'est excitant, mais je donne un exemple. En Irak, j'étais sur un champ de bataille, en pleine nuit, il y avait des ordres de Staline tirés par les soldats de Saddam Hussein sur des collines et des montagnes. Les ordres de Staline vous labourent un champ sur 800 mètres. Voilà, ça. Après, on passe au champ d'à côté sur 800 mètres. Le champ d'à côté, 50 mètres à droite, encore 800 mètres. Vous n'avez aucune chance d'y réchapper. On y a réchappé avec mes amis kurdes et une amie journaliste et un réalisateur de CNN. Et on était presque excités à l'idée d'être en vie. On disait, mais c'est un miracle, pourquoi on est en vie, etc. Et cette adrénaline, il faut la maîtriser. Parce que sinon, on en vient à légitimer la guerre. Moi, je déteste la guerre. C'est la pire horreur des choses. Comme disait le philosophe Merleau-Ponty, la cruauté des hommes, elle est facile. Elle est toujours à recommencer. C'est vrai que je suis toujours étonné, mais je ne suis pas naïf non plus, mais je suis sidéré de voir cette capacité de l'homme, l'anthropos, à reproduire la cruauté. Et je dis bien de l'homme et pas de la femme. Pas de la femme. Et voilà, bien qu'il y ait des femmes cruelles également. Mais c'est incroyable, cette violence cyclique. Et ça, c'est un peu, pas désespérant, mais on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, j'ai eu la chance, on m'a proposé d'être ambassadeur de France, je l'ai été pendant 5 ans sur les droits de l'homme. Je suis formidable, j'aurai tous les dossiers du monde. C'est vrai qu'on a tous les dossiers de l'ONU, tel ministère, sur un conflit, sur les droits de l'homme, sur la lutte contre l'esclavage, que j'étais surtout dédié donc aux droits de l'homme et à la lutte contre l'esclavage. Et en fait, on est beaucoup plus libre quand on est écrivain voyageur, parce qu'on n'est pas soumis à la raison d'État. On est dans l'anticipation, on est dans l'intuition, et comme peut l'être aussi un médecin humanitaire, on sait qu'à tel endroit, à tel moment, va se reproduire, non pas une calamité, si on n'est pas demain, mais une catastrophe militaire ou politique, c'est-à-dire une guerre ou un conflit. Donc voilà. Mais oui, notre voyage était aussi pour essayer de tenter de se réapproprier le temps, et forcément, quand on marche, on est fatigué d'abord. On attend la halte au bout de 4 heures, puis la deuxième partie de la marche, encore 3, 4 ou 5 heures, ça dépend. Et l'esprit se ralentit. Donc on est dans une sorte de brouillard comme ça. Et alors on peut se réciter des mantras, on peut se réciter des poèmes,
on oublie sa feuille d'impôt, c'est très bien, c'est salutaire. Et je crois que c'est assez philosophique, ça. Et c'est vrai que ce sont tous ces penseurs ou écrivains, de Jean Genot à Nietzsche, qui ont écrit sur la marche. Et c'est très beau parce qu'effectivement, on s'oublie un peu, c'est éminemment spirituel et éthique que de parler de marche pour les bienfaits du corps et de l'esprit. Et donc c'était un rêve maintenant réalisé, d'aller au Mustang. Quels seraient vos prochains rêves que vous voudriez réaliser? Voilà, en fait, j'ai interrompu l'écriture d'un roman qui se passe en Espagne. Donc il faut que je m'y mette, sinon je me fais pendre haut et court pour mon éditeur. Ça, c'est pas un rêve, hein. C'est l'histoire d'une photographe de guerre qui a vraiment existé, qui était belle comme tout, qui est morte en 1937 à Brunete, près de Madrid, qui était la compagne de Robert Capa, qui s'appelle Gerda Taro, et qui avait un talent fou. Et voilà, bon, c'est aussi une histoire où il y a comme personnage, comme protagoniste Hemingway, Malraux, Orwell, Saint-Exupéry. Et voilà, c'est une histoire aussi sur l'implication des services secrets de Staline qui ont vu assassiner beaucoup de républicains qui n'étaient pas assez staliniens, dont Gerda Taro. Donc, voilà. Et l'hypothèse du livre, alors je lis 60 livres dans différentes langues pour pas faire trop d'erreurs historiques, on va dire, mais l'hypothèse, mais même la thèse du livre, c'est que Staline, c'est vrai, a fait en sorte que la guerre civile en Espagne, qui est grosso modo la réplique des républicains au coup d'État de Franco, que les républicains perdent parce qu'ils ne voulaient pas un pouvoir, on va dire, qui pourrait contrebalancer le communisme stalinien, donc un pouvoir en Espagne. Et comme Hitler a vu que la France, la Grande-Bretagne et l'URSS de Staline ne suivaient pas, n'appuyaient pas les républicains, Hitler a lancé la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Mais tout ça autour de personnages de Gerda Taro, donc ça me fait retourner sur le terrain en Espagne, mais c'est un roman qui va être assez gros. D'abord un roman d'amour surtout. Donc c'est à la fois un projet de livre et un projet de voyage, si je comprends bien. Oui, absolument. Et puis sûrement, alors l'Afghanistan, je ne peux pas y retourner, mais sûrement l'Ukraine à nouveau. Merci. J'imagine qu'il y a des questions parmi vous. Donc je vais faire circuler le micro. N'hésitez pas à lever bien haut la main pour qu'on puisse voir qui veut poser une question. C'est toujours la première la plus difficile, comme on dit. Donc la première est passée, on passe à la deuxième question. Une question très simple. Les Kurdes, on les a abandonnés. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai. Alors, les Kurdes font partie des peuples sans État. C'est même le peuple le plus important numériquement qui n'est pas d'État, à qui on avait promis un État en 1918, à la fin de la guerre 14-18. Il y a eu un traité de Sèvres en 1920, donc, qui donnait un État avec les puissances qui avaient vaincu donc l'Empire ottoman et les puissances de l'Axe, l'Allemagne donc. Et en 1923, donc, Atatürk, qui est le fondateur de la République moderne, a pu faire invalider cet accord de Sèvres avec le traité de Lausanne. Et donc oui, les Kurdes se sentent les éternels trahis de l'histoire. Les Kurdes, c'est un peuple qui est réparti entre 30 et 40 millions d'habitants sur 4 États, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Alors c'est pas simple parce qu'ils ont été instrumentalisés aussi par les puissances adverses. C'est-à-dire que les Kurdes d'Irak ont été instrumentalisés par l'Iran et l'inverse, les Kurdes iraniens par l'Irak de Saddam Hussein, etc. Mais pour moi, les deux Kurdistans que je connais bien, à savoir, je connais les 4, on va dire, mais surtout en Irak et en Syrie, sur les Kurdistans, il y a des droits de la femme, où la femme peut travailler, où il y a une certaine liberté de la presse, malgré la guerre, où il y a des principes démocratiques qui sont respectés, etc. etc. Donc voilà, ça vaut le coup qu'on les défende. Et pour moi, c'est pratiquement un laboratoire des droits de l'homme au Moyen-Orient. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre qui s'appelle Si je t'oublie Kurdistan, qui est un livre assez court. Moi, ça fait 30 ans que j'y vais aussi. J'ai 2 enfants et quand ma fille est née en 1991, j'étais bloqué là-bas et j'ai failli ne jamais revenir. Et je suis revenu, mais ça vous marque. Donc voilà, parce que je suis resté bloqué à l'intérieur du Kurdistan d'Irak et j'ai pu, en nageant dans une eau à moins 2 degrés, m'extirper du Kurdistan d'Irak. Mais voilà, donc j'ai gardé des sympathies avec eux. J'ai retrouvé d'ailleurs celui qui m'a sauvé la vie
il y a quelques années, il s'appelle Ako, c'est un peintre, très proche de Charlie Hebdo, d'ailleurs c'est un peintre kurde, musulman sunnite, il était chez Charlie encore quelques mois avant les terribles événements, puis j'ai retrouvé par hasard là-bas, au Kurdistan d'Irak, et voilà, ce sont des amis à vie, c'est comme les Afghans, hein. Quand vous êtes ami avec un Afghan, on peut ne pas être ami et ennemi à vie, mais si on est ami, c'est aussi à vie. Donc voilà, ce sens de la parole donnée qui est tout à fait respectable. Mais c'est vrai qu'ils ont été abandonnés et trahis. Et quand je suis allé au Kurdistan de Syrie, alors c'est compliqué la Syrie. Après, je suis retourné pendant le Covid, je vais être bloqué au retour. Il faut passer, faut aller en Irak, après il faut rentrer en Syrie. On passe sur un pont branlant qui est une sorte d'ensemble de barges avec des câbles pour aller en Syrie. Et de l'autre côté, il faut être attendu. Et Trump venait de décider l'abandon, donc littéralement, le 7 octobre 2019, du Kurdistan de Syrie, en demandant le départ des troupes américaines. Départ qui était contesté donc par les généraux américains. Dans le New York Times se met toujours, je suis abonné, je dis ça tous les jours, se met toujours à 10 ou 20 journalistes pour raconter un événement, et les généraux, alors ça s'appelle deep off comme on dit, donc c'est vraiment ultra confidentiel, les noms n'étaient pas donnés, mais plusieurs généraux haut placés de l'état-major du Pentagone avaient dit on n'abandonne pas des alliés. Donc ils étaient contre l'idée de Trump, et c'était considéré par Erdogan, le président turc, et par le président iranien comme un blanc-seing pour attaquer justement le nord-est de la Syrie. Donc oui, c'est une trahison. Et j'aimerais écrire aussi un roman sur les Kurdes un de ces jours, parce que ça passe aussi par la fiction. Une autre question ? Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez au tout début de cette boulimie d'information qui a lieu aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis sur le journalisme aujourd'hui et sur l'information en particulier. Voilà, avoir votre avis sur ces questions-là aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne question parce qu'il y a tout et son contraire. D'ailleurs, je vais faire une réponse assez ambiguë. C'est qu'il y a beaucoup de matière à désinformation. Vous avez vu les thèses complotistes, etc. Tout est possible. À partir du moment où une information commence à circuler, de plus en plus souvent, elle est prise comme argent comptant. Je vais parler très fort. Et c'est vrai que il faut qu'on ait un esprit responsable. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'esprit critique. C'est l'esprit des Lumières. Comme me disait d'ailleurs le fils de Massoud, Ahmad, il faut être dans l'islam des Lumières, qui est un islam rationnel, dit-il, c'est sa conception. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'islam des Lumières. Et cet esprit critique, cette exégèse, sont très importants en matière d'information, comme en matière de spiritualité ou de religion ou de croyance. Et oui, et en même temps, alors ça, c'est le côté plus positif, c'est que on peut s'armer d'une caméra. On peut contribuer aussi à l'information, on peut contribuer à dénoncer un phénomène de corruption, par exemple, y compris beaucoup dans les pays du Sud. Moi, je suis fasciné par ce qu'on appelle la société civile. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'ONG, donc tenues par des femmes, créées par des femmes. Ça va du Maroc à l'Afrique du Sud, je peux donner plein d'exemples, à Calcutta, donc des femmes qui s'occupent d'un quartier pour essayer d'améliorer le transport dans le quartier, à Ciudad Juárez, qui est une des villes les plus dangereuse au monde, une des 5 villes les plus dangereuses au monde, c'est au nord-ouest du Mexique, à la frontière américaine. Il y a des femmes qui luttent contre les desaparecidos, c'est-à-dire les disparus à cause des cartels. C'était encore il y a quelques temps, enfin, avec le cartel du Sinaloa. L'Afrique du Sud, un jeune de 28 ans, issu des townships, des bidonvilles, qui donne des cours de danse le soir à des orphelins pour qu'ils puissent mieux lire le soir la littérature, donc on passe de la danse à la littérature, etc. etc. Et ce maillage du monde est extraordinaire. On appelle donc la société civile, puisqu'il y a 3 sortes d'acteurs dans les relations internationales. Vous avez les États, c'est vieux comme, on va dire, comme Babylone, que ce soit des empires, des républiques, des royaumes. Vous avez ce qu'on appelle aussi les OI, organisations internationales, c'est du type SDS, Société des Nations, l'ONU, la Croix-Rouge, CICR. Et puis maintenant, un nouvel acteur qui s'appelle les acteurs non étatiques. C'est principalement les humanitaires,
les ONG. Et ça, c'est formidable. Et avec l'information qui provient quelquefois même de ces femmes, de ces ONG, de ces organisations humanitaires, on a aussi beaucoup d'éléments sur ce qui se passe dans le monde, sur la corruption, sur la lutte contre la violence, la lutte contre l'analphabétisme, etc., l'illettrisme. Et donc, oui, je dirais qu'il y a aussi des moyens qui sont relativement modestes, mis à disposition du citoyen ou du journaliste citoyen, on peut l'appeler comme on veut, de manière à nous informer, mais à condition qu'on ait là aussi l'esprit critique et surtout pour les plus jeunes. À propos de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, on a connu en Europe quelques guerres qui étaient très proprement européennes. On pense par exemple à ce qui s'est passé en Macédoine, enfin tous ces pays-là. Quelles répercussions ça peut avoir? Quel avenir ça nous promet? Qu'est-ce qui peut se passer autour de cette guerre en Ukraine et des conséquences qu'elle peut avoir? Alors c'est difficile, n'importe comment. Il y a le poids des sanctions du côté russe, il y aura évidemment des effets pervers du côté des pays démocratiques, mais c'est une question d'éthique et de liberté. C'est une agression contre un peuple, contre un État à qui on a nié son existence. Et là, donc, j'ai passé, donc, c'est pratiquement un mois sur les lignes de front, mais aussi à l'arrière, avec des jeunes, des moins jeunes, des ouvriers, des paysans, des étudiants, des pharmaciens, des ingénieurs. Enfin, la contribution de la société ukrainienne, toute classe sociale confondue, à ce qu'on peut appeler l'effort de guerre, est extraordinaire. Vous savez, en 14-18, on disait l'arrière tiendra. Et l'arrière, c'était ici, c'était partout en France, des femmes d'ailleurs aussi, beaucoup. Et je peux vous dire que l'arrière tiendra en Ukraine. Alors les répercussions sur l'Europe, c'est très simple, c'est que d'abord, le calcul de Poutine, qui est moins un stratège qu'un tacticien, qui pensait évidemment vaincre le régime de Kiev en quelques jours et faire tomber Kiev fin février, début mars. Bon, là, c'est une faillite et on peut parler d'une sorte de syndrome de dictateur qui deviendrait une bête blessée, presque humiliée par rapport à son objectif initial, et qui serait contraint une fuite en avant. Et les Polonais, les Roumains, les Moldaves vous disent, heureusement qu'on a resserré les rangs du côté des pays démocratiques et de l'Europe, parce que sinon nous étions les prochains sur la liste, et les pays baltes également, les 3 pays baltes. C'est évident que Poutine ne se serait pas arrêté là. Donc il y a quand même un réveil des nations, il y a un réflexe incroyable, ce réveil aussi de la Suède et de la Finlande qui ont décidé d'intégrer l'OTAN. On peut penser ce qu'on en veut, mais au calcul du jeu d'échecs, qui aurait pu penser ça il y a 8 mois, il y a 1 an, c'était impensable. Donc là aussi, l'échec de la stratégie, non pas du peuple russe, il faut bien dissocier les deux, mais du pouvoir en place actuellement, celui de Poutine. Donc les répercussions sont là, et je crois que c'est important de soutenir le peuple ukrainien. Moi, j'y suis allé pour témoigner, en fait, et j'étais fasciné de voir les jeunes de 20-25 ans qui n'ont même pas connu la révolution de Maïdan il y a 8 ans, en 2014, donc qui étaient ados à l'époque, et qui disent, mais ce sont nos valeurs, nous faisons partie de la nation européenne, de la famille européenne. Ils ne parlent pas de l'UE, ils ne parlent pas de l'Union européenne, ils parlent de la famille. On défend la liberté d'expression, on défend le respect des droits de la femme, le respect des droits de l'homme, etc., etc. Donc les valeurs démocratiques, et ça c'est très important effectivement, et rien ne pourra faire plier les Ukrainiens. Il y aura peut-être, on verra, une augmentation de cette portion du territoire ukrainien. Pour l'instant c'est 20% qui sont occupés, peut-être demain annexés par l'armée russe. Ce sera peut-être 25, peut-être 15%, peut-être 30%, nul n'en sait rien, mais jamais 100%. Le peuple ukrainien ne sera jamais à genoux, ça c'est certain. Et pour finir, là j'étais fasciné par ça, encore une fois, avec toutes les classes sociales confondues, toutes les cultures confondues, des gens non éduqués au recteur de l'université d'Odessa me disent, mais ce qui ressurgit maintenant, c'est le cauchemar de l'Holodomor. L'Holodomor, c'est quoi? C'est la famine organisée, au moment où Garda Taro a été tué d'ailleurs par la guerre d'Espagne, c'est 1936-1937, la famine organisée par Staline. Ça fait 4 millions de morts sur une population qui en comptait non pas 44 millions, mais plutôt 25 ou 24. Vous vous rendez compte? Donc un Ukrainien sur 6. Et ça, c'était tabou. Même pendant l'indépendance de 91, on n'en parlait pas parce qu'on avait peur de la répercussion, donc la représailles côté russe et soviétique à l'époque, enfin post-soviétique. Et là, donc, les jeunes Ukrainiens nous disent, mais ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents, grands-parents, c'est fini. On ne va plus jamais subir ça. Cette famine organisée par Staline, c'est fini. Et donc, il y a
cette volonté de se réapproprier par un devoir mémorial toute l'histoire de l'Ukraine. J'arrive avec le micro. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure, votre métier, c'est de rendre compte. Comment fait-on quand on est dans des situations terribles, où on décrit les souffrances des peuples qui deviennent parfois des amis? Comment on fait pour rester dans ce rôle et pas finalement prendre les armes à la main? Est-ce qu'on n'a pas un risque de basculer quand on assiste à ces conflits? Oui, bah là aussi, c'est une très bonne question, parce que la violence, encore une fois, quand on y assiste, on l'a subie quelque part. Donc, est-ce que témoigner suffit? Alors, moi, je me suis engagé sur plusieurs causes, la cause des Kurdes, la cause des Afghans en particulier, et la cause des Ukrainiens. Je n'ai pas peur de le dire. Je me suis aussi engagé pour l'ami Salman Rushdie, parce qu'on fait un livre collectif avec quelques amis, dont un qui est centenaire, Edgar Morin. Mais voilà, donc j'ai pas peur de le dire, oui, il faut s'emparer de certaines causes. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, sans se rêver pour autant Laurence Darby, mais j'ai des amis médecins, par exemple, qui m'ont dit, au Nicaragua, ailleurs, on a voulu prendre les armes, ou en Érythrée. Il faut savoir aussi résister à cette pulsion, et je crois que la plume est aussi une arme en soi, elle est dangereuse, parce que moi j'ai été menacé de mort pas mal de fois, j'ai failli y passer, j'ai compté 16 fois. Tentative d'assassinat, mon petit avion à bimoteur que j'avais raté, descendu sciemment, mise en joue par les talibans, enfin dans une dizaine de pays à peu près. Mais voilà, il faut savoir se faire respecter. Et puis, mais je ne dis pas que je n'ai pas peur. Oui, effectivement, et c'est peut-être une partie de votre question, moi j'ai peur. Et la peur, elle est cognitive. La peur, elle est limitative. La peur, elle est bornante. Et j'ai peur de ne plus avoir peur. Parce qu'il y a quelques fois, on se dit, bon, bah, c'est facile, on y va, etc. Et là, on fait des bêtises. Et je n'ai jamais voulu mettre ma vie trop en danger, on va dire. J'ai plutôt essayé par des techniques, mais c'est très simple. À Karachi, ne pas changer de taxi à minuit. À Bagdad, ne pas subir un changement d'adresse qu'on vous impose, savoir exactement où on va. Et on limite 50% des risques. Mais surtout, je n'ai jamais voulu mettre en danger la vie des autres. Que ce soit pour mes reportages ou mes livres, même quand je fais des romans dans des zones compliquées, je fais extrêmement attention à ce qu'on appelle ces fixeurs. Le fixeur, c'est à la fois l'ami, la nounou, le traducteur, c'est un peu tout. Donc ça peut être un ami kurde, un afghan, un journaliste, un professeur, etc., une mère de famille. Et nous, les écrivains, les réalisateurs, les reporters, on arrive à rentrer à peu près en entier. Et surtout les Français, parce que le prix au kilo du français est assez élevé sur le marché des otages. Parce que pourquoi l'État paye, quelquefois dit que c'est Total ou Areva qui paye, non, c'est l'État qui paye, qui donne l'argent à Total. Il faut dire que le prix de la rançon a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais il y a eu peu de journalistes français assassinés, les Américains un peu plus, les Russes un peu plus, les Chinois aussi, etc. Pas journalistes ou écrivains ou réalisateurs. Mais en tout cas, après, les gens qui sont sur place, qui vous accompagnent, on ne sait pas ce qu'ils viennent. Moi, je fais attention à eux. J'ai toujours des relations avec eux. Et je fais extrêmement attention parce que, voilà, eux, ils restent sur place, ils ont des enfants, ils ont leur vie, ils sont connus, etc. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai jamais eu de problème. Je ne citais personne, mais certains écrivains, certains réalisateurs, et ce n'est pas forcément de leur faute, ou grands reporters ont eu des problèmes, enfin, pas pour eux, mais pour les accompagnants. Donc, voilà. Et puis après, il faut essayer aussi de... Je dirais pas de se blinder, parce que moi, je reste... toujours dans l'émotion, c'est important. Dans mes carnets de notes, il y a les faits, il y a les interviews, la description du paysage, aussi subjective soit-elle, mais aussi les émotions. Et ça, c'est important. Et en même temps, il ne faut pas se laisser aller à l'émotion. Au retour, oui, mais sur place, il faut essayer de rester debout, on va dire. Ça, c'est important. Une question au fond. Et ensuite... Merci pour cette mine d'informations déjà. Et sinon, une petite question. Quand on est reporter photographique ou vidéaste, on va opérer un cadrage nécessairement, on va montrer certaines choses, et plus ou moins volontairement, inconsciemment, on va en cacher d'autres. Quand on fait un reportage écrit, littéraire, est-ce qu'on est soumis à cette même contrainte? Est-ce que vous avez l'impression de faire un cadrage littéraire dans vos reportages? Oui, alors
le roman permet justement de décadrer, de réinventer, ou d'aller justement au fond de l'intuition et au fond de l'émotion aussi. Ça, c'est très important. Et un personnage, encore une fois, peut incarner différentes situations, y compris cette part maudite dont parlait le philosophe Georges Bataille, qu'on a tous en nous, pardon. Cette lutte contre certaines pulsions, contre le mal, etc. Mais je dirais que la plus grave des censures, c'est l'autocensure. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir imposer à chaque fois du temps pour mes livres, pour mes reportages, un peu moins peut-être pour les tournages de documentaires, mais on arrive toujours à se débrouiller. Mais je vais vous citer ce que disait celui qu'on a appelé le prince des reporters, qui est mort en 1932 au large de Somalie, qui était Albert Londres. Il est mort à 48 ans sur un paquebot qui a sombré. On n'a jamais su si c'était un attentat ou pas. Et quelques années plus tôt, dans la fin des années 20, il est convoqué par son rédacteur en chef du journal à Paris, qui lui dit « Monsieur Albert Londres, vous n'êtes pas dans la ligne du journal. » Parce que l'article avait déplu politiquement. Vous savez ce qu'il a répondu ? « Monsieur le rédacteur en chef, le reporter ne suit qu'une seule ligne, c'est celle du chemin de fer. » Il a pris son chapeau, il a démissionné, il est parti. Alors c'était assez pratique parce qu'à l'époque, on pouvait démissionner plus facilement qu'aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours eu cette liberté, ce luxe immense de pouvoir voilà, jongler entre le reportage, le livre, le reportage, l'un finançant l'autre. Hein, et même quand j'écris des romans, je vous citais le livre sur Bellini et Cervantes, le jeune Cervantes, parce que Cervantes, à 27 ans, donc l'inventeur du roman moderne, qui est mort la même année que Shakespeare, c'est par hasard, a été fait prisonnier en rentrant de la bataille de Lépante par les barbaresques d'Alger, où se trouve un certain Emmanuel Macron aujourd'hui. Alger, c'était une ville-État, il y avait 100 000 habitants en 1575. Sur 100 000 habitants, donc il n'y avait pas d'État, il y avait une ville surtout, dans les remparts actuels de la Casbah, il y avait 25 000 captifs chrétiens. Alors on finissait soit dans la galère d'Astérix, avec une espérance de vie, vous savez, comme les galériens, j'ai une bonne référence littéraire, une espérance de vie de 6 mois, soit quand on était captif de rançon comme Cervantes, on pouvait espérer être libéré. Alors à l'époque, Internet s'appelait les moines dominicains et franciscains qui faisaient des allers-retours. Alors ça prenait pas une milliseconde, ça prenait 6 mois, on allait chercher la rançon à Barcelone, à Marseille, à Palerme, puis on revenait. Hidalgo Cervantes, 500 écus d'or, il était libéré comme ça. Et j'en ai fait un roman, mais ce roman-là, bon, là aussi j'ai lu une 50aine de livres et de thèses, j'ai fait rapatrier d'Espagne et des États-Unis, mais je pouvais ne pas me déplacer. Bien, j'ai voulu me déplacer, j'ai voulu revoir des pays pour m'imprégner un peu de cette ambiance, et même si ça n'avait rien à voir avec ce qu'avait subi le jeune Hidalgo Cervantes, qui a inventé dans sa prison dorée, parce qu'il est dans un palais, hein, pour lui ça allait très bien, il y avait même des bordels à Alger à l'époque pour les chrétiens, des cabarets, des églises. Et pour se libérer mentalement, Hidalgo Cervantes donc, a inventé donc, le Quirote, donc le Don Quichotte. Et c'est pour répondre à votre question, donc voilà, là j'ai décentré par rapport à cette volonté de voyager et je me suis rendu dans d'autres pays, mais simplement pour sentir l'humeur du monde une nouvelle fois. Je passe la parole à une dernière question. Merci, bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure des projets pharaoniques des Chinois qui s'appellent les routes de la soie. Et effectivement, j'ai vécu l'année dernière au Laos et j'ai vu ça de très près. Donc c'était vraiment... Enfin, c'est assez dramatique au point de vue de l'acculturation. Et le Tibet, ma question porte sur le Tibet, que j'ai eu la chance et le précieux cadeau de visiter il y a moins, je crois, 30 ans. On a vu un film tout à l'heure sur le Tibet, enfin certains. Et le Simon Tibet Alix qui est est donc... ici présent. Ouais. Comment ? Simon Alix et de Karim Gurel aussi qui sont ici présents. Voilà. Oui. Et donc, le Tibet qui est vraiment en première ligne par rapport à la Chine, qui est même en Chine, enfin ça dépend du point de vue. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le Tibet est-il une cause perdue ?» Est-ce que vous pourriez développer aujourd'hui votre point de vue là-dessus? Est-ce que ça vaut encore le coup de militer pour le Tibet? Est-ce qu'on perd son temps? Est-ce que ça a été acquis? Est-ce qu'aujourd'hui, je vois, moi j'ai milité un peu pour le Tibet, quand on en parle, les gens disent oui, mais maintenant il y a les Ouïghours. Donc, enfin, je ne sais pas si
Oui, aussi, Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est est-ce une très bonne- qu'une cause ouais. perdue en chasse une autre? Voilà, C'est- j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Ouais. C'est une très bonne question aussi. Et une guerre aussi en chasse une autre. Regardez ce qui se passe avec l'Afghanistan, on n'en parle pratiquement plus. Là, je négocie encore tout à l'heure la sortie d'Afghans pour les faire venir en France. C'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 8 mois, qu'il y a 1 an. Mais non, il faut continuer à se battre, il faut continuer à militer, il faut continuer à s'engager, ne serait-ce que pour des questions philosophiques, d'éthique, de respect des droits de l'homme et des droits de la femme et des libertés. Alors évidemment, l'incidence, elle est minime par rapport au pouvoir dictatorial chinois. Moi, j'ai appelé ça dans mes 3 livres, d'ailleurs, dans cette trilogie, les néo-empires. Il y en a 4 au monde, des anciens empires qui redeviennent des empires, qui n'étaient plus expansionnistes, et qui redeviennent expansionnistes à des stades divers de l'histoire, en tout cas l'histoire récente. Ce sont la Chine, l'ancien empire mandarinal et communiste, la Russie, l'ancien empire tsariste, qui est un empire maintenant en cours de reconstitution, la Turquie, l'ancien empire ottoman, et l'Iran, l'ancien empire persan, qui est en cours de reconstitution de son ère culturelle, mais aussi stratégique, avec une frontière d'influence qui va de la frontière de la Chine, avec le Waran en Afghanistan, au port de Latakia en Syrie, donc la Méditerranée. Et contre cette montée d'un totalitarisme qui était banalisé. Avant la guerre en Ukraine, on laissait faire Poutine, Erdogan, etc. Erdogan, y compris en Syrie et dans les pays kurdes. Oui, il faut continuer pour des questions de principe à militer. Alors après, l'effet d'incidence, on ne peut pas le quantifier, mais il n'est pas énorme. En tout cas, l'intégration dans les décisions politiques des pays démocratiques est importante. C'est très très important de dire à nos dirigeants, de la même manière que de parler d'éco-responsabilité d'écologie, regardez l'impact. En tout cas, il y a une prise de conscience. Et c'est important de maintenir la garde sur le Tibet et de dire qu'il existe des Tibets libres, comme les vallées dont on a parlé tout à l'heure, y compris le Mustan au Népal, où, encore une fois, on peut pratiquer le bouddhisme, on peut intégrer un monastère, on peut pratiquer la langue tibétaine. Et voilà, donc il faut continuer effectivement à brandir le drapeau tibétain et à ce que cette culture perdure. Merci beaucoup. Merci Olivier Weber pour merci à vous cette tous. longue conversation. Et à Magali, merci. Merci à vous pour votre écoute. Je vous rappelle juste 2 petits rendez-vous, enfin 2 grands rendez-vous. Tout à l'heure à 21h pour voir le film d'Olivier Weber et demain à 10h pour rencontrer Pierre et Myriam Cabon qui vont nous parler de leur livre, de leur aventure au départ tragique mais qu'ils ont su sublimer du Bataclan à la conquête du monde. Donc rendez-vous ici demain à 10h pour un plaisir de rencontre à nouveau. Merci.